Bienvenue donc pour ce nouveau web séminaire sur les fonctionnalités de Panorama. Aujourd'hui, je vais vous parler d'IoT. Donc, c'est l'Internet industriel des objets en français. Et donc, directement, je passe à l'agenda du jour. Donc, tout d'abord, les notions, le fonctionnement, les principes, un petit peu les acteurs, un petit peu les mécanismes aussi de business, les usages. Juste après, donc, on passe à quelque chose de plus technique avec l'accentuation des points techniques au préalable et ensuite une démo. Et bien sûr, en conclusion, un résumé, une synthèse de ce que j'aurais présenté aujourd'hui. Donc l'IoT, aujourd'hui, le sujet, c'est avant tout les réseaux LPWAN, Low Power Wide Area Network. Je parlerai principalement de ce genre d'équipement, on les voit, c'est parfait. Et je ne parlerai pas de ce genre d'équipement. Donc avant tout, un peu de vocabulaire donc, sur les réseaux LPWAN, principalement donc, des objets connectés, mais pas sur des réseaux GSM, mais vraiment sur des réseaux dédiés, avec des antennes spécifiques pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le marché aujourd'hui est beaucoup plus large sur l'IoT en général. Aujourd'hui, on se concentre sur ce qui est orienté supervision industrielle, donc les atouts qui pourraient être liés à Panorama, et à la supervision temps différé ou temps réel, bien sûr. Les cibles, principalement, je donnerai des exemples sur les villes numériques et l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Mais bien sûr, on peut aussi appliquer ce genre d'outils, de nouvelles technologies sur tout ce qui va être le transport des fluides ou les transports de personnes. Donc concrètement, l'IoT n'est pas réellement une révolution, mais plus une continuité. D'un point de vue purement informatique, je dirais, d'un point de vue supervision, on ajoute aujourd'hui deux protocoles dans Panorama qui sont Sigfox et LoRa. Mais on verra que ces petits détails différenciants apportent beaucoup de choses d'un point de vue déploiement et équipement de terrain. Voilà, ces petits détails donc, sont très forts et apportent des choses principalement, donc, je disais, à bâtiment intelligent et à l'industrie 4.0. L'IoT, première force, c'est simplifier l'acquisition. On simplifie la chaîne de collecte des données, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de câble, on ne va pas avoir d'automate, on va avoir directement un équipement qui est représenté dans le monde virtuel. On va pouvoir, dans un premier temps, définir un peu plus d'usage et d'exploitation d'informations, puisqu'on va pouvoir densifier l'information, ajouter des mesures dans un contexte à son environnement. Donc, par exemple, dans l'analyse d'un process ou dans son environnement, qu'on n'ira pas forcément chercher avec des technos plus conventionnels ou plus classiques. Pourquoi? D'un point de vue coût, d'un point de vue installation, éventuellement même temps d'arrêt sur des installations. Là, on va pouvoir graviter autour des systèmes sans forcément les arrêter. Un peu plus loin le micro. Ouais, je remonte un petit peu, voilà, ça permet de régler le son. Voici, c'est très bien. Je disais donc, densifier l'information dans un premier temps, étendre le suivi, c'est-à-dire que non plus superviser un système en particulier, mais aller chercher des informations en amont et en aval. Par exemple, pour une usine, ça va être d'étendre le suivi de la chaîne de froid, par exemple, ou de la gestion des stocks. Donc, je vais aller chercher des informations en amont sur mes fournisseurs et suivre les éléments produits, par exemple, le transport frigorifique, les transporteurs, etc. On peut aussi imaginer superviser une partie ou un îlot d'une production et déplacer des équipements en fonction de la situation ou des bâtiments d'un à un autre. Par exemple, je veux surveiller 10 choses différentes, je vais investir qu'une seule installation que je vais déplacer 10 fois sur les différents équipements. L'utilisation des outils IoT est beaucoup plus flexible qu'une utilisation d'équipements câblés, justement. Et donc finalement, on va faciliter le ROI et diminuer le coût total de possession, le TCO en anglais. Architecture, donc comment on articule une construction réseau LPWAN? On a un process supervisé. Donc là, j'ai pris l'exemple du bâtiment, je l'ai dit, je prenais des exemples dans l'industrie et dans le bâtiment. Donc là, c'est le bâtiment, je prends un bâtiment, je souhaite ajouter des mesures sur ce bâtiment. Donc je vais avoir des objets connectés qui vont être disséminés sur mon bâtiment pour améliorer mes mesures ou en ajouter. Ces équipements ces objets connectés vont émettre sur la bande des 865 MHz en mode radio, donc, qui vont être collectés par une antenne. Cette antenne va enregistrer ces informations et les disposer sur un serveur en temps normal sur Internet, à disposition des personnes ayant les identifiants correspondants pour pouvoir récupérer ces informations.
En parallèle, en face, eh bien, j'obtiens tout simplement ma supervision, une supervision classique. Donc là, j'ai pris une idée de Panorama E2 avec un serveur et une IHM orienté SCADA, mais on peut très bien imaginer Panoramacom ou Panorama Historian qui récupère ces informations. Donc, au travers d'une connexion Internet, je peux interroger mon opérateur de deux manières différentes. Je peux aller cycliquement l'interroger, ou je peux l'autoriser lui-même à se connecter pour me notifier des modifications, des mises à jour des informations dont il dispose. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau opéré. Bien sûr, au-delà de ça, je peux superviser le reste de mon installation dite standard classique, que nous utilisons aujourd'hui plus habituellement avec Panorama E2 par exemple. Et l'idée, c'est de boucler la chaîne, en supposant bien sûr que les équipements automates sont les équipements de pilotage de l'installation du bâtiment. Donc du coup, je fonctionne en boucle fermée et j'améliore donc mon process. Ça, c'est le premier usage, donc je disais, avec un opérateur qui va proposer, de la même manière qu'un opérateur GSM, SFR, Bouygues, Free et Orange, pour les citer les quatre. On va retrouver la possibilité d'effectuer ces installations en tant qu'opérateur privé. Une installation privée, donc je possède mes propres équipements, je possède mon antenne, je possède mon serveur LP1. L'architecture donc s'articule autour de trois éléments principaux, donc les objets connectés, le réseau, l'infrastructure en elle-même, qui est donc gérée en temps normal par un opérateur, et une plateforme qui va être donc le client de cet opérateur pour exploiter les données. Les objets, il en existe une multitude. Voici quelques exemples, donc des choses qui sont très spécialisées, de plus en plus spécialisées, je dirais. Des alerteurs, des entrées-sorties, des TOR, des analogiques et des équipements donc de plus en plus spécialisés. On peut voir par exemple ici, si on voit ma souris, là c'est un des équipements qu'on utilise en test. C'est un boîtier très simple qui fonctionne donc sur pile, qu'on accroche au mur comme un cadre et on récupère température, humidité, luminosité. Donc pour la gestion de bâtiment, c'est très simple. Et donc on a des équipements de plus en plus spécialisés, des équipements un petit peu plus larges, comme on peut avoir ici aujourd'hui, qu'on le retrouve d'ailleurs dans le truc, dans le slide. C'est un petit équipement connecté avec des contacts SEP qu'on vient câbler physiquement sur des mesures existantes ou sur d'autres types de capteurs qui ne seraient pas génériques. Deuxième point, c'est le réseau. Donc un réseau LP1 se compare au réseau existant. Donc on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le RFID, le Z-Wave ou le Zigbee, et les réseaux GSM classiques qui s'appuient sur des architectures d'antenne, un petit peu comme le réseau LP1. La grande force donc, du réseau LP1, c'est avant tout sa portée. Pour une antenne en champ libre, on peut atteindre plusieurs kilomètres, donc je dirais même 20 km si on est vraiment en terrain dégagé, et sur des systèmes plus denses, des villes, on va avoir des portées de 1 à 2 km par exemple. L'énergie, eh bien, l'énergie est très économique. On va avoir des objets qui fonctionnent sur pile qui peuvent durer plusieurs années. Et d'un point de vue coût, on va avoir des abonnements, donc l'exploitation du réseau au travers d'un opérateur de 1 € par mois à 1 € par an. C'est à peu près les plages de coût. Bien sûr, plus le volume augmente, plus le coût diminue. Ça fonctionne en indoor, donc si vous avez une antenne donc à l'extérieur qui permet de collecter à grande échelle les informations, eh bien ça passe assez bien à travers les murs pour pouvoir récupérer l'information en indoor. Voilà, ce genre de solution, bien sûr, n'a pas que des avantages. Il y a deux inconvénients majeurs sur ces solutions. Un, c'est le débit. On ne va pas faire du streaming vidéo sur Internet. On va récupérer une trame de données de quelques octets par équipement, et ce, de manière très disparate. 4 ou 5 fois dans la journée, à peu près, en général. La communication downlink, donc c'est l'émission de l'antenne vers les équipements, est plutôt faible. C'est pas, les protocoles n'ont pas été développés en ce sens. Principalement, c'est de la remontée d'informations qui permet de collecter un maximum d'informations plutôt que de l'envoi de commandes à partir des systèmes de plateforme en général, quelle que soit l'application. Et enfin, des détails sur l'infrastructure. Donc aujourd'hui, il existe deux protocoles principaux, que sont Sigfox et LoRa, qui sont issus de deux développements différents.
des technologies françaises d'ailleurs. Donc Sigfox est plutôt orienté sur Toulouse et LoRa est plus orienté sur Grenoble à l'origine. Voilà, vous avez pu voir aussi dans les slides d'attente, c'est des choses qui grossissent énormément. Ça existe depuis quelques années. Et souvent, les constructeurs d'objets connectés proposent principalement ces deux protocoles à leur catalogue. Ensuite, donc, on a vu que les systèmes pouvaient être opérés ou privés. Aujourd'hui, le seul opérateur du protocole Sigfox, c'est Sigfox lui-même. Sigfox est un réseau totalement dépendant de Sigfox. Vous ne pouvez pas opérer Sigfox à travers autre chose que le réseau Sigfox. Du coup, vous en doutez, Sigfox ne propose pas de réseau privé. La politique, c'est un réseau mondial. LoRa, ça ressemble plus à ce qu'on peut avoir sur BACnet ou sur HRAE ou sur la fondation PC. On a un consortium d'acteurs majeurs qui cherchent à orienter le standard. Donc on va citer par exemple Obgenius, avec qui nous travaillons aujourd'hui. Nous nous rapprochons aussi d'Orange ou de Watson IoT pour tous les grands opérateurs LoRa. Aujourd'hui d'ailleurs, nous pouvons bien sûr étendre à d'autres opérateurs. On le verra dans la démo. Et des opérateurs, des spécialistes de développement d'opérateurs privés, donc on peut citer Activity ou Loriot, qui eux sont spécialisés plutôt sur la partie serveur LoRa, qui permettent donc de concentrer, récupérer les informations auprès d'une panoplie d'antennes installées sur un territoire. Il existe d'autres technologies, donc par exemple NB-IoT ou la 5G pour les réseaux GSM, que l'on retrouvera certainement dans quelques mois, dans quelques années. Et comme nous sommes éditeurs indépendants de notre propre plateforme, nous pourrons décider si oui ou non et quand nous étendrons notre solution à ces technologies. Bien sûr, selon les besoins du marché et de nos clients. Aujourd'hui, nous travaillons avec Obgenius, puisque nous avons un client, je dirais même plus qu'un client, un partenaire, qui nous avait sollicité sur cette plateforme, et donc nous l'avons accompagné dans le développement et l'intégration d'Obgenius dans les outils Panorama. Ça sera la partie démonstration de tout à l'heure. Et enfin, donc, le cœur du métier, c'est la plateforme. Donc avec une solution comme Panorama, on peut intégrer une ou plusieurs solutions de communication, ce qu'on appelle le back-end de l'opérateur, avec des protocoles, on l'a dit, Sigfox, LoRa. Et donc, l'ajout de ces protocoles de manière purement informatique dans Panorama, ce n'est que de l'ajout de protocoles. L'important de la plateforme, c'est de pouvoir aussi gérer le parc d'objets, donc déclarer les nouveaux équipements qui pourront arriver sur cette plateforme, et gérer par exemple les affectations, la correspondance entre l'équipement et l'application de supervision, ou son emplacement même dans l'application de supervision, pour faire l'association de la mesure correspondante. L'important, c'est aussi donc de stocker des informations, aussi bien chez l'opérateur que dans les outils Panorama. Je dirais que dès lors qu'il y a un traitement avant le stockage des informations, mieux vaut utiliser une solution Panorama Historian pour faciliter la prise de décision, pour faciliter l'analyse de données orientées métier avec des outils de reporting ou de dashboarding. Ça, c'est une première forme d'exploitation. Une deuxième forme d'exploitation de données, c'est exploiter les mesures au sein même de la supervision classique. Donc c'est l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure, pour densifier un réseau de mesures et donc augmenter la fiabilité d'un système. Et donc la troisième forme d'exploitation, j'en ai parlé un petit peu au départ, c'est étendre un suivi de process, donc en amont ou en aval, par exemple au niveau de la surveillance de silos, chez les agriculteurs, dans une coopérative, ce genre de choses est en vogue. La valeur est dans la plateforme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui des protocoles, on a vu, il y en a quelques-uns, des objets et des fabricants, il y en a de plus en plus, et des opérateurs, il y en a de plus en plus, et des plateformes, il y en a de plus en plus. L'important donc est d'avoir une plateforme ouverte, une plateforme éprouvée. Panorama existe depuis 25 ans. Donc, je vous laisserai voir sur notre site internet quelques-unes de nos références dans le transport, dans l'énergie, dans le nucléaire, dans le militaire. Nous n'avons plus grand-chose à prouver sur la robustesse ou la fiabilité de Panorama. Et nous sommes aussi dans des secteurs variés. Aujourd'hui, la plupart des plateformes qui existent sont orientées sur des technologies purement IoT.
Donc l'important et l'idée, c'est d'avoir une plateforme indépendante des constructeurs. C'est le même discours d'une supervision indépendante par rapport à un constructeur d'automates. On va avoir le même discours d'un point de vue constructeur et protocole et opérateur. C'est un marché bien sûr qui est en grande croissance. On ne voyait pas forcément très bien, mais en gros, le constant annuel growth rate, donc le taux de croissance annuel, est en moyenne de 33% depuis 2015 et ce jusque 2021 en théorie. Quelques usages maintenant, donc que ce soit dans le bâtiment, dans les moyens de production ou dans la locomotion. Premier usage, c'est l'efficacité énergétique. Pour rendre une installation plus efficace, moins consommatrice, il faut avant tout mesurer plus précisément. Donc démultiplier les points de mesure, ajouter des choses. Donc ça, par exemple, dans les bâtiments en rénovation, ce sont des choses très intéressantes. C'est une solution donc à bas coût qui permet d'instrumentiser davantage une installation. L'idée, c'est de faire converger, bien sûr, toutes ces données mesurées qui ressortent, par exemple, sur un data center ou dans le cloud, vers une solution unique et ouverte, et aussi capable de piloter des installations. Ce que je vous ai montré dans l'architecture, avec un feedback vers le pilotage, même des CTA, des contrôles d'accès, des ventilations, etc. Deuxième usage principal, je dirais, c'est tout ce qui va être lié à la maintenance d'une infrastructure, que ce soit logistique, tertiaire ou industrielle. Collecter des informations d'exploitation et d'environnement, vérifier la température ambiante pour adapter des vitesses, vérifier des vibrations sur des machines, etc. Et donc aussi bien sûr intégrer l'aspect efficacité énergétique, mesure de l'énergie pour dimensionner et étudier un petit peu ces consommations d'un point de vue maintenance. Un troisième usage qui s'est développé ces dernières années, qui est très important, c'est ce qu'on appelle le machine as a service. Donc, tout le monde fait aujourd'hui un leasing de sa photocopieuse, personne n'est propriétaire de sa photocopieuse. On parle aussi de maintenance, par exemple dans la machine à café de Georges Clooney. Il y a une carte SIM qui vous permet de faire de la commande et du reporting de maintenance. Donc, à terme, ce genre de solution s'orientera plutôt vers un réseau LP1 et avec un opérateur particulier. Et on voit donc de plus en plus qu'un outil d'exploitation ou un outil de production se fait en leasing. Donc, ce qui est un peu normal, puisque la haute technicité des équipements nécessite des maintenances de plus en plus spécialisées. Je prends par exemple l'idée de Safran, qui développe de plus en plus le leasing de ses propulseurs sur les avions. Donc, le propriétaire de l'avion n'est pas propriétaire du propulseur, mais loue une disponibilité, une fiabilité du système. Et du coup, on va utiliser le personnel de maintenance sur toute une flotte d'équipements, c'est au niveau du fabricant. Et pour reprendre l'expression de Renault, qui mieux que Renault sait entretenir votre Renault, et bien on va avoir des spécialisations de la maintenance, qu'on retrouve donc par exemple chez les fabricants de voitures. Et donc le fabricant optimise la maintenance selon ses rapports de mesure, quasiment en temps réel sur ses équipements, avec une connaissance de la maintenance qui permet d'accumuler savoir et d'entretenir une connaissance. Bien sûr, ça impacte la R&D. Il y a 30 ans, on devait faire sur nos voitures, par exemple, un retour, une maintenance tous les 15 ou 20 000 km. Maintenant, on passe plus sur des temps de cycle de 30 000 km pour faire la révision. On va avoir exactement la même chose sur les grandes productions. Donc là, je vous présente par exemple un autre type d'usage, d'outils, on va dire, plutôt d'outils. L'outil, c'est le dash-bouton, donc c'est le commande automatique. Donc on va avoir ce genre de choses sur les filtres Brita, par exemple, que vous connaissez sur l'eau courante. Vous avez peut-être déjà vu sur Amazon. Voilà, donc c'est des nouveaux services innovants connectés, basés sur des objets connectés, avec la capacité de produire facilement ces objets connectés, mais aussi d'avoir la connexion de l'autre côté au niveau de l'usine, de l'entreprise, de la logistique. Donc on va avoir des fortes personnalisations des équipements, on va avoir une réactivité accrue et bien sûr aussi la connectivité, la récupération d'un très grand nombre d'informations qui peut donner une valeur et une démarcation aux fabricants ou aux distributeurs. On a vu au travers de ces 4 exemples donc une sorte de servicialisation des moyens de production et ou de consommation. Donc on est plus orienté sur l'industrie, c'est la chaîne de production à la demande, où le client produit en fonction, ou on produit en fonction de la demande du client. Le produit donc devient un peu plus unique, plus personnalisé. Donc c'est un élément de différenciation pour les stratégies de vente. Par exemple, là, je vais en ligne sur ma Peugeot. Je parlais de Renault tout à l'heure, là je vais parler de Peugeot. Eh bien, je suis en ligne et je vais personnaliser ma Peugeot. Donc c'est des choses qui se font aujourd'hui. Je vais choisir la couleur, le modèle, etc. Les finitions, les options. Et tôt ou tard,
cette demande, cette commande va s'insérer dans l'ordre de fabrication du MES de l'usine Peugeot pour optimiser les coûts de fabrication et l'insérer au meilleur endroit. Ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui en cours de déploiement chez les constructeurs automobiles, et demain, toutes les productions seront ainsi. Pour faire le parallèle avec le bâtiment intelligent, parce qu'il y a des gens aussi aujourd'hui qui nous suivent, qui sont plus spécialisés dans la gestion technique de bâtiments. Donc le bâtiment intelligent complété par les fonctions IoT, d'un point de vue mesure, devient plus réactif et plus alerte, et aussi donc plus sobre en termes d'exploitation. On va avoir moins de pannes, ou on va avoir des pannes qui vont être résolues plus rapidement. Il permettra de se démarquer dans une ville intelligente, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment en rénovation, mais en particulier pour la rénovation. Voilà, donc là on va passer à la démo. Juste avant, je voudrais, au travers de la démo technique, je vais essayer de vous faire passer quelques messages sur la valeur, sur les avantages que l'on peut avoir par rapport à l'implémentation, à la manière dont on a développé les choses dans Panorama. Donc je vais essayer de les présenter ici, vous les retrouverez, je l'espère, dans mon explication, dans la démonstration. Aussi, cette démo, dans cette présentation technique, la partie démo, va plutôt se porter sur la conception. Donc on va plutôt être dans Panorama Studio pour les personnes qui connaissent. C'est pour ça aussi que j'ai préféré alerter sur un prérequis, connaître un petit peu Panorama, pour qu'on puisse aborder et comprendre plus facilement les avantages. La démo, en termes d'exécution, bon, on la verra, mais assez rapidement, il n'y a pas de choses particulières d'un point de vue supervision, puisque je l'ai dit, techniquement, ce n'est que l'incorporation de protocoles supplémentaires. D'un point de vue usage, par contre, on va avoir donc un objet connecté, sans objet, des milliers d'objets connectés. On peut retrouver dans Panorama, on le verra d'ailleurs dans la démo. Vous l'avez vu aussi dans d'autres web séminaires précédemment, des milliers d'objets de Panorama qui tournent sur une petite application, sur un petit PC. Eh bien, c'est des choses très faciles, c'est des choses qui fonctionnent très bien avec Panorama. Donc j'ai un objet, on va en faire ce qu'on appelle la digitalisation. Donc c'est manipuler une représentation fidèle de l'équipement, mais de manière indépendante. Il n'y a pas d'automate intermédiaire. L'automate, c'est l'objet connecté. Il n'y a pas de câble. Il peut éventuellement être déplacé. Et cet objet représente quelque chose de réel et de spécialisé. Et donc il va avoir des caractéristiques particulières. Donc pour des aspects pratiques, je vais en faire ce qu'on appelle un modèle. On commence déjà à revoir les notions Panorama qui transparaissent derrière. Et donc, tous ces objets connectés sont basés sur le même modèle avec des exemplaires que l'on spécialise selon le produit. Et de même pour les opérateurs et pour les connexions. On verra que ces mécanismes sont très ouverts. Et du coup, par ces principes, on devient donc indépendant des opérateurs, des protocoles et parfois même peut-être des objets connectés. Si j'ai un objet connecté physique que je remplace par un autre dans mon installation, eh bien, s'ils ont des caractéristiques similaires, ils vont faire des mesures similaires, ils vont avoir une interface qui pourrait être similaire. Et donc, en échangeant le modèle, à peu de choses près, je devrais pouvoir faire évoluer mon application de supervision. Et donc, maintenir mon application en parallèle de la maintenance de mes équipements. Bien, ces principes n'ont rien de révolutionnaire dans Panorama. Ce sont les outils classiques de Panorama que l'on va retrouver. Pour ceux qui connaissent, c'est le descripteur de classe, ce sont des classes utilisateurs, ça va être de la dérivation, ça va être de la construction de composants avec des modèles et des exemplaires. Ce sont des notions dites standards dans Panorama. On va retrouver donc ces mesures dans notre application et l'application va faire tourner, Panorama va faire tourner cette application pour récupérer ces mesures de manière traditionnelle, quel que soit le protocole. Je ne le montrerai pas dans la présentation, mais il y a un mécanisme supplémentaire. Pourquoi je ne le montrerai pas? Parce que c'est des choses qu'on ne préconise pas en général, mais dans ce cas très précis, ça fonctionne. En exploitation, je peux demander indirectement à Panorama d'effectuer une mise à jour dans l'application qui est en cours de fonctionnement. C'est des choses, c'est des périmètres. En temps normal, si vous demandez si on peut faire ça en temps normal, c'est plutôt non. Mais dans ce cas précis, on peut le faire et l'idée, c'est pas forcément de vous donner les billes pour le réaliser, donc ce ne sera pas partie de la démonstration. Mais sachez donc qu'en temps réel, on peut mettre à jour les applications Panorama avec de nouveaux objets connectés. C'est parti pour la démonstration. Et voilà, vous devriez voir les choses un peu plus grandes. Voilà, qui est mieux. Donc tout d'abord, dans Panorama Studio, l'idée c'est le cœur de l'information, le cœur du message que je voudrais vous faire passer, et puis dans la partie technique. Donc je me redéplace, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Panorama, ici on a le fonctionnement de notre application au niveau de ces deux répertoires,
c'est ce qui est en exécution dans mon application. Et ici, je vais avoir ce qu'on va appeler des modèles. D'un point de vue IoT, nous avons plusieurs modèles. Nous avons deux modèles de base. Le modèle objet connecté, ce qu'on appelle base IoT device, et l'objet base connexion, qui permet de connecter, de nous connecter à l'opérateur pour aller récupérer les informations des objets connectés. Eh bien, on voit déjà tout d'abord que la base connexion est reprise ici comme élément standard, ce qu'on appelle une dérivation d'un point de vue informatique, c'est que je m'appuie sur le modèle base connexion pour créer l'objet news connexion et Sigfox connexion. Ça implique que demain, si j'ai un autre type de connexion, eh bien, je vais pouvoir m'appuyer sur cette base de connexion pour créer une connexion sur, on a parlé par exemple du réseau Orange tout à l'heure, ou du réseau Watson d'IBM. Ça me permettrait, logiquement, de pouvoir connecter n'importe quelle base IoT device, deuxième élément, sur n'importe quel type de connexion. Donc je vais avoir une mixité complète entre toutes les possibilités d'équipement et toutes les possibilités de réseau. Donc d'un point de vue informatique, d'un point de vue panorama, je n'ai aucune contrainte. Si ce n'est bien sûr, après physiquement, l'objet connecté va parler spécifiquement en tel ou tel langage. Et donc de la même manière, je vais avoir autant d'objets qui vont s'appuyer sur base IoT device, qu'on va retrouver ici, IoT device, avec principalement deux objets, donc qui dérivent aussi tous les deux de base IoT à base IoT device. Donc pour notre exemple, on a deux objets, dont celui-ci, je ne sais plus c'est lequel, celui-ci c'est Adonis, donc c'est le premier. Donc celui-ci est déclaré sur un réseau LoRa. Dans l'application, j'ai les deux réseaux bien sûr qui sont déclarés. J'ai le deuxième élément, donc j'ai une classe utilisateur. On va appeler ça un morceau de programme informatique pour ceux qui ne sont pas aguerris à l'utilisation de Panorama, qui va représenter l'exécution informatique du pendant, du miroir de cet équipement. Pour un usage plus pratique, je récupère ces fonctionnements et je le dérive en composants. Pourquoi? Pour avoir une infrastructure plus simple à gérer dans l'application. De manière simple, c'est d'avoir des vues qui représentent chacun des équipements dans mon application. C'est ce qu'on voit ici. Alors du coup, comme ma résolution est un peu basse, on voit peu de choses, tout s'appuie sur l'écran, avec des détails, des autres types de représentations, pour donner des choses simples. On peut imaginer associer des droits d'accès, on peut générer ou lier des alarmes sur ces équipements, etc. Et donc en pratique, je vous invite à visualiser la chose. Je vais avoir dans mon application Panorama et bien mes deux connexions que j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai deux, je peux en avoir 10, je peux en avoir 50. Je pourrais avoir sur plusieurs types d'opérateurs et sur différents types d'objets connectés. Donc j'ai un objet connecté qui est physiquement, c'est réellement celui-ci qui est déclaré dans mon application. Et j'ai une panoplie qui est liée à notre partenaire dont je parlais tout à l'heure, qui nous a donné la possibilité d'interroger une cinquantaine d'équipements de type Sigfox. Comme la base même, la dérivation de mes équipements et de mes connexions s'appuie sur le même objet, normalement, à terme, je dois pouvoir facilement donc, basculer un équipement d'un réseau à un autre, d'un opérateur à un autre. Par contre, d'un protocole à l'autre, c'est un peu plus rare. Les fabricants, par exemple, ce fabricant, il propose aussi bien l'implémentation de LoRa ou de Sigfox dans son équipement, mais pas simultanément. En général, vous allez acheter le modèle précis avec le protocole associé. Vous ne pouvez pas changer de protocole en général d'un objet à un autre. Sachez que dans Panorama, on peut l'envisager. On va retrouver donc les propriétés ici. Donc j'ai forcément entièrement visé les choses pour ne pas donner forcément trop d'informations confidentielles sur les logins, etc. Mais on va retrouver d'un côté la connexion Sigfox. Pour me connecter à Sigfox, il faut que j'enseigne ce genre de choses. Et pour me connecter chez Opsfinus, je vais avoir ce genre d'informations. On remarque que, comme les fonctionnements sont à peu près similaires, les interfaces sont à peu près similaires. Je vais me connecter, je peux faire du pooling avec des périodicités en secondes. Je peux demander l'information à la connexion. Lorsque je vais me connecter, est-ce que je vais demander tout l'historique, tous les enregistrements disponibles depuis que le capteur a été mis en service sur le réseau Opsfinus, uniquement le dernier message reçu pour chacun des équipements, ou tous les messages, donc toutes les communications qui ont été faites depuis la dernière fois que je me suis connecté.
j'ai fait à peu près le tour. Sur les équipements, on va avoir, donc ici on a un équipement donc, qui est connecté en tant que Sigfox, donc j'ai une configuration qui est générique, mais j'ai des spécificités sur Sigfox et sur LoRa. Donc ce même équipement, techniquement, je peux le connecter aussi bien sur un réseau LoRa que sur un réseau Sigfox. Ce même modèle. En fonction bien sûr donc de l'implémentation du protocole qu'il y a physiquement dans l'équipement. On retrouve donc les caractéristiques qui sont à peu près les mêmes. On va avoir un identifiant d'équipement qui va être un DevID chez Sigfox ou un DevEI chez LoRa, et une clé PAC et AppKey qui permettent de manipuler dans la gestion des équipements. Dire, eh bien, je veux qu'il soit commissionné ou pas, puisque directement dans Panorama, vous pouvez déclarer la mise en service des équipements auprès du provider. Je ne sais pas s'il est public. Non, il n'est pas public, donc je vais repartir au niveau du modèle. Un objet IoT et les protocoles réseau sur LPWAN sont standardisés sur des trames. Le message qui est envoyé par l'objet connecté, c'est une trame. C'est un message de quelques octets en temps normal, hein, on a dit de une fois par jour à 5 fois par jour à peu près, en fonction du fournisseur d'accès. Et ce message est complètement indépendant du support. Le message transmis est spécifique en réalité à l'équipement. C'est ce qu'on appelle la data et le data format. Donc la data, c'est la trame qui est véhiculée, donc on peut récupérer directement dans Panorama le message brut tel qu'il a été transmis et en faire ce que l'on veut, mais on a implémenté la méthode qui est spécifiquement, donc ça c'est fabriqué par c'est donné par le fabricant de l'équipement qui va nous dire, eh bien cette trame se décompose en une certaine forme d'information qui va être les 3 premiers octets, ça va être l'état de la batterie, ça va être ensuite l'état du capteur Tor et ensuite la mesure de la température par exemple. Cette décomposition permet à travers donc cet élément texte de redispatcher les valeurs de la data sur différentes propriétés Panorama. Physiquement, vous allez acquérir une mesure et qui va se retrouver de manière très naturelle, de manière très logique, très conventionnelle dans Panorama au travers d'une propriété qui peut évoluer. On a par exemple ce genre de message. Et directement, on va décomposer en live dans Panorama les différentes mesures sur les différentes propriétés. Et du coup, on va retrouver le fonctionnement normal dans Panorama. Du coup, l'ajout de nouveaux objets dans Panorama, un objet connecté, j'en ai fait un, pas de souci, je vais en faire un autre, et bien il va avoir les caractéristiques particulières qui vont être liées à sa trame et aux propriétés qui sont reprises en fonction du nom de ce format de trame. Donc en utilisation, c'est très facile. C'est très facile de déclarer de nouveaux objets, dans Panorama. Voilà, je passe à la démonstration en live, effective. Donc là, je me suis appuyé plus sur une présentation, je dirais, classique d'utilisation. Alors par contre, je vais arrêter le partage du moniteur, je vais basculer sur l'autre moniteur. Voilà. Je vais déplacer ma caméra parce que là, elle me gêne un peu. Donc l'application que je vous présente aujourd'hui, c'est beaucoup plus une application dite orientée IoT, où on met en œuvre que des présentations de fonctionnalités orientées IoT et moins orientées SCADA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a fait des preuves d'un point de vue SCADA et aujourd'hui on propose de faire des choses orientées IoT. Alors autant proposer une interface, une supervision IoT assez spécifique. Donc nous avons notre capteur ici ObjNews, d'une part, qui est donc représenté dans notre application, et la cinquantaine d'objets Sigfox. Donc sur la construction de mon application, j'ai souhaité représenter ça sous une forme de cartographie, avec l'objet ObjNews qui est en rouge et les objets Sigfox qui sont donc en violet, pour correspondre à la couleur de leur logo. Je vais obtenir des informations qui sont spécifiques à l'équipement. Voilà, je n'ai pas encore eu d'informations qui sont revenues, donc j'ai que les précédentes, d'où les informations violettes. Si je prends mon capteur ObjNews, il va avoir ses caractéristiques communes et ses caractéristiques spécifiques. Donc il a, par exemple, ici, il fait 19 4 apparemment dans la pièce,
à la dernière mesure avec une humidité de 40%. Ah non, pardon, c'est pas celui-ci, là c'est un capteur Sigfox, pardon, j'ai dit bêtise. Le capteur Obgenius, c'est l'état TOR, pardon. Donc j'ai 4 TOR, j'ai 6 fils sur mon équipement, et si je fais des courts-circuits sur les fils, eh bien je vais avoir des TOR qui vont s'allumer au bout d'un certain temps. Donc là je fais du polling, ça doit être toutes les 10 minutes. Donc 15 minutes, 900 secondes, 900 secondes, 15 minutes. Donc bien sûr, là c'est l'utilisation des outils Panorama. Je vous renvoie sur le web séminaire des nouveautés version 5, il me semble, de Panorama E2, où je présente l'objet GeoSCADA cartographie dans Panorama. Donc bien sûr, j'ai des informations. Si je filtre que sur l'objet Obgenius, je vais avoir que des informations représentées aussi bien sur le filtre que sur des listes dans mon application. Je bascule sur des listes qui me permettent de faire présenter plusieurs choses. Donc un des objets standards qui est livré avec les objets IoT, c'est le listing des équipements disponibles, des IoT connectés à ma supervision via chacune des connexions. Donc là j'ai ma connexion Sigfox et là j'ai ma connexion Obgenius. J'ai mon petit cadran là qui m'embête. Je visualise moi-même dans ma webcam, c'est pour ça. Je décale ma webcam. Donc en deux parties. La première partie qui est liée à la connexion Sigfox et la deuxième partie qui est liée à la connexion Obgenius. C'est des choses prêtes à l'emploi. Je peux associer un synoptique panorama à ce fonctionnement, où là je vais récupérer toutes les propriétés, on va dire, communes des IoT, et là les propriétés spécifiques de mon objet. Donc là j'ai 4 connexions TOR par exemple, et si je prends un objet Sigfox, je vais avoir différentes informations sur, apparemment ce sont sur des alarmes. Bien évidemment, tout ce qu'on a vu dans la partie conception, dans la partie Panorama Studio, ce sont des objets Panorama, et donc on peut bénéficier de toute infrastructure Panorama, donc l'ajout d'alarmes, etc., et les faire apparaître par exemple dans des listes, où là j'ai toute la liste de tous les équipements, avec le détail, si je veux, information synoptique, pour mixer tous les équipements indépendamment de leur connexion, par exemple. Voilà, donc là, ça permettait de présenter rapidement la partie panorama en live, et la partie, je dirais, supervision IoT un peu spécifique, qui est peut-être un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de présenter. Donc en conclusion, un petit peu une synthèse, hein, comme je présente d'habitude. J'étais très étendu sur le sujet, j'ai été très loin dans la présentation, j'étais très loin dans la technique. S'il n'y a que 3 points à retenir, c'est que l'intégration des outils IoT dans Panorama se fait nativement aujourd'hui. Il y a déjà eu des installations préalables où on faisait de l'IoT mais on passait par des passerelles. Aujourd'hui c'est natif dans Panorama, aussi bien Sigfox, Obgenius que d'autres, puisque nous sommes ouverts, nous sommes à la recherche d'autres partenaires pour éprouver, tester de nouvelles connexions vers de nouveaux opérateurs. Nous sommes nativement multi-opérateurs et même indépendants des opérateurs. D'un point de vue digitalisation des objets, on va non seulement donc la modélisation, mais aussi l'utilisation particulière de cet objet autonome dans une supervision et de ce qu'il représente. Je prends par exemple un objet connecté qui pourrait être une tripette électrique, je ne sais même pas si ça existe, qui va mesurer la consommation électrique, avoir une mesure de température, de lumière, d'humidité et de présence. Eh bien, cette digitalisation, ça serait par exemple la représentation d'un bureau ou d'une pièce, voire même peut-être de la personne qui serait connectée en Bluetooth sur la prise, et donc d'identifier la présence de particulièrement cette personne et de lui associer une consommation électrique. Donc, par exemple, pour la location du bureau à la journée, ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Le troisième point, c'est la convergence IT-OT. Donc là, je parle plus des métiers industriels, l'industrie connectée. L'industrie 4.0, je fais un mélange. L'industrie 4.0, la convergence, pourquoi? Parce que l'informatique issue de l'IoT, c'est une informatique entre guillemets pure. C'est du web service, c'est de la connexion via Internet, qui permettent aussi d'effectuer donc des mesures pour la partie OT, pour l'opérationnel, pour l'usine, qui elle va agir sur les équipements, qui va agir sur le process pour améliorer, pour finaliser, pour compléter des efficacités énergétiques, des suivis d'opérations, de la maintenance, etc., comme on l'a présenté tout à l'heure.
Donc ces deux points, c'est vraiment des leviers supplémentaires pour l'industrie 4.0 d'un côté et pour le bâtiment intelligent de l'autre. Voilà, votre avis nous intéresse, donc je bascule sur un petit sondage et vous n'hésitez pas en parallèle, bien sûr, de vous me poser des questions. Je vais essayer bien sûr d'y répondre en live. Je vous laisse quelques instants. Alors, très bonne question. Les informations de position sont récupérées depuis l'opérateur, ObjNews par exemple, ou sont uniquement dans Panorama E2? La réponse c'est les deux. Il y a plusieurs principes pour récupérer la position, puisqu'on a parlé tout à l'heure que ces objets peuvent être sur pile et donc ils peuvent se déplacer. Je prends votre smartphone par exemple, c'est un objet connecté qui vous représente, la digitalisation d'une personne. Ce genre d'équipement, eh bien sûr, il peut avoir plusieurs manières de le positionner. Ça peut être une triangulation par les antennes par exemple. Ça c'est un service optionnel qui sont proposés par les opérateurs. Il peut y avoir un GPS à l'intérieur même de l'équipement et dans la trame, dans la donnée qu'il émet, dans le message qu'il envoie, il peut donner sa position. Là par contre on risque de consommer un petit peu plus d'électricité. Et bien sûr il y a la troisième possibilité qui est de renseigner dans Panorama les positions des différents équipements à travers une valeur de configuration qui peut être bien sûr, et je n'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais à travers d'un import-export dans Panorama, vous pouvez bien sûr déclarer des dizaines ou des milliers d'équipements différents sans avoir à les renseigner à la main dans l'outil. Enfin, à travers par exemple du feuille Excel ou ce genre de choses, renseigner les propriétés pour l'application Panorama. Alors dans le listing, quelle est la différence entre la liste de gauche et la liste de droite? Dans le listing, dans la partie... alors si je rebascule sur l'écran, sont liés à une connexion, donc il n'y a aucune configuration à faire si ce n'est de dire cette fenêtre-là est liée, cette fenêtre-ci est liée à ma connexion Sigfox et celle-ci est liée à ma connexion ObjNews. Et donc factuellement je vais avoir un usage séparé puisque c'est par connexion. Et sur la liste de droite, je vais avoir exactement les mêmes informations mais d'un point de vue objet Panorama. Dans les objets Panorama, je peux construire ce genre de liste. Donc pour les personnes qui sont habituées, j'ai une liste d'alarme avec une liste d'alarme et d'événements pour lesquels j'ai associé un événement avec toutes les caractéristiques de mes objets connectés. Donc sur la liste de gauche, c'est un outil prêt à l'emploi, je dirais. Sur les deux listes de gauche, ce sont des outils prêts à l'emploi. Il suffit juste de déclarer la fonctionnalité, tandis que sur la liste de droite, c'est quelque chose que j'ai construit dans Panorama qui reprend ces mêmes informations et donc qui permet de mixer ces informations. Je peux avoir des informations liées à l'état de mon objet connecté, mais aussi bien dans cette même liste, je peux avoir des mesures qui sont liées à mon process, à ma communication Modbus, à la mesure sur un serveur BACnet, sur un équipement BACnet, etc. Je peux mixer des informations. Une fois que l'information est dans Panorama, on en fait ce qu'on en veut. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à faire une précision. Et nous, ma petite fenêtre, elle est là. Panorama récupère les données brutes venant des opérateurs ObjNews et Orange. Y a-t-il une validation de cohérence sur les données reçues dans Panorama? Je ne pense pas. Aujourd'hui, l'information qui est transmise, je l'avais expliqué un petit peu au départ, les protocoles Sigfox, LoRa et autres en général ne servent que de médium. Ils ne font que transmettre un message. Ils ne sont en rien liés au contenu du message. Le message est indépendant du support. Donc on peut imaginer une validation, on peut imaginer une correspondance, une clé particulière à la fin pour un CRC ou ce genre de choses, mais là ça dépend de l'implémentation qui est faite par le fabricant. Après dans Panorama, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations qui sont reçues deviennent des informations, des propriétés, des valeurs dans Panorama, et donc on peut en faire ce qu'on veut, et dont une vérification si l'objet le permet.
La communication se fait-elle uniquement par polling, panorama vers le back-end ou en mode callback? Événementiel peut-il exister aussi? Oui, c'est ce que j'ai un petit peu présenté dans PowerPoint, donc j'étais très abstrait sur la chose. Entre le pare-feu et le cloud de l'opérateur, j'avais mis 2 flèches, dont une en pointillé. Le polling est systématiquement présent sur les fonctionnalités, mais bien sûr, la plupart du temps, les opérateurs préfèrent avoir une notification, ça évite qu'il se fasse solliciter par tout le monde, parce qu'en temps normal, l'opérateur propose ses services à une multitude de ses clients, et si tout le monde fait ça, on peut imaginer très vite que les serveurs soient noyés. Après, d'un point de vue sécurité, c'est peut-être plus difficile d'ouvrir une connexion entrante sur vos serveurs pour avoir un callback, plutôt que de faire du polling systématique. Quand vous dites que la classe Sigfox est native, est-ce que la classe utilisateur est donnée libre de droit? Alors elle n'est pas donnée, ça va être une option de protocole, mais après d'un point de vue protocole dans Panorama, c'est exactement le même fonctionnement. Vous avez, de la même manière que vous vous connectez à un client au PCUA, à un équipement Modbus, vous vous connecterez à un back-end Sigfox par exemple. Question particulière à David. Bonjour David. Est-il possible d'émuler un GraphSet directement depuis Panorama? De sorte à faire fonctionner les IoT connectés pour une fonctionnalité donnée particulière. Capteur sur seuil, déclenche un relais ou plus complexe. Oui, on peut émuler un GraphSet dans Panorama. L'idée c'est soit de construire plusieurs formules pour chacun des données GraphSet. Je rappelle la norme, ça doit être IEC 631-3, un truc comme ça. Ça remonte à loin, mes cours de tome. Donc on peut imaginer des séquences de calcul dans Panorama, on peut imaginer un script qui émule le comportement d'un GraphSet, et ensuite d'avoir des petites vues prêtes à l'emploi comme on a creuse pour donner les états et les transitions. Les objets sont-ils Nicolas Alain? Tiens, très bonne question, monsieur Alain, notre commercial Grand Ouest. Les objets sont visiblement fournis sous forme de classe utilisateur, d'objets particuliers. Et y a-t-il une intégration native comme un objet standard? Alors, les intégrations natives objets standards que l'on fournit et que l'on fournira, ce seront tous des types de connexions aux différents opérateurs. On va avoir une connexion Sigfox, une connexion LoRa pour Obgenus, une connexion LoRa pour Orange très certainement, une connexion LoRa pour, on parlait de Watson par exemple. Ça, ce seront des objets standards. On aura un modèle, on aura l'objet d'origine pour les IoT, le base IoT device que j'ai présenté dans les classes utilisateurs. Et à partir de cet objet-là, il faudra construire, dériver pour avoir les spécificités de votre objet. L'objet connecté, il va avoir une manière de communiquer qui va être liée à l'objet de base. Mais toutes ces caractéristiques qui vont être les différents types de mesures, son data format, va être spécifique à chaque équipement. Donc là, il faudra construire. On l'a vu, factuellement, c'est pas très compliqué, hein, c'est d'écrire dans un descripteur de classe les propriétés liées au data format et de renseigner le data format. Le data format, en temps normal, c'est une chaîne de texte qui est fournie par le fabricant. Donc ça sera relativement facile. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Sigfox et LoRa, ok, mais Suez et Veolia, par exemple, ont leur propre réseau d'antennes. Acceptez-vous ces protocoles-ci ou pas encore? Alors, Sigfox, on l'a vu, Sigfox, le protocole Sigfox n'est opéré que par Sigfox. Le protocole LoRa, c'est une alliance, donc tout le monde peut opérer un réseau LoRa. Tout le monde être opérateur. Donc aujourd'hui, on travaille avec Obgenus, on cherche à travailler, je dirais plus factuel, avec Orange, avec Watson. Il y a leur propre réseau d'antenne. Il y a des opérateurs, pas des opérateurs, des installations privées, des LP1 privés. Aujourd'hui, on cherche à travailler bien sûr avec ce genre d'installations qui sont privées pour les raisons principalement de sécurité. Donc oui, on souhaite travailler. Aujourd'hui, on n'a pas le contact technique qui nous permettent de partir en ce sens. Donc bien sûr, on est à la recherche. Si vous avez des projets sur ce genre de choses, c'est comme ça que d'ailleurs qu'a émergé le premier projet. On travaille avec Obgenus parce qu'on a notre client, notre partenaire même,
qui a développé, qui avait besoin du protocole particulier Obgenius, donc quand on s'est lancé, on a fait Sigfox, et Obgenius de Bouygues Telecom. Donc pour en revenir à ça, Suez Veolia, donc ils sont certainement aussi opérateurs, le même titre que Bouygues Telecom au travers d'Obgenius. Ces protocoles sont déjà, ce protocole LoRa pour Obgenius est déjà intégré dans Panorama. Comment relie-t-on la propriété de l'objet au décortiquage de la trame IoT? Alors le décortiquage, on a des propriétés, oui, je crois comprendre. On reçoit la trame, donc le message de l'objet connecté au travers, de manière indépendante, de l'opérateur, et cette trame est interprétée en fonction de la trame dataformat, donc qui est une information donnée par l'opérateur. Donc en temps normal, le nom de la propriété qui est décrite dans le dataformat doit être exactement le nom de la propriété dans laquelle on va répercuter le comportement. Je ne sais pas si c'est clair. S'il y a besoin, on peut imaginer avoir une propriété qui porte un autre nom qui pointe sur la propriété d'origine. Donc la seule contrainte finalement, ça serait d'avoir, si je suis suffisamment clair, ça serait d'avoir le libellé que l'on souhaite utiliser qui ne soit pas déjà utilisé par une autre propriété. Bonjour, est-ce que la notion de downlink est quand même disponible dans Panorama? Notion d'acquittement ou renvoyer une configuration à l'objet. C'est principalement l'utilisation du downlink. Normalement oui. Moi je ne l'ai pas testé. Les éléments normalement sont ou seront accessibles. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera le cas très prochainement. En termes de licensing, le protocole IoT sera considéré comme une option, au même titre que le protocole Modbus TCP par exemple. Exactement. Le protocole IoT, donc en temps normal, le protocole en fonction certainement, ça c'est pas encore forcément très décidé, en fonction de l'opérateur. Vous aurez une option IoT Sigfox, une option IoT Obgenius très certainement, une option IoT Watson. Et ensuite, le nombre de points de mesure correspondra à un nombre de points de licence sur la consommation des points de mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas vu toutes les questions, vous n'hésitez pas à me solliciter via mon adresse mail, via le mail de relance ou d'invitation que vous avez reçu. Vous pouvez me contacter. Si j'ai la réponse, je vous la donne. Si je ne l'ai pas, je la trouve. Ben c'est parfait, si vous avez plus de questions, je laisse encore quelques secondes. La fenêtre ne revient jamais sur le bon écran. Alors, je suis novice dans le domaine de l'IoT, d'où ma question. Ce qui peut intéresser, puisqu'il y en a beaucoup certainement d'entre vous qui sont novices sur l'IoT. Sigfox et LoRa sont-ils des protocoles de communication? Vous avez parlé de réseau LP WAN utilisant des protocoles de communication Zigbee, RFID, Wi-Fi. Non, je comparais aujourd'hui, je vais reprendre le slide, ça sera beaucoup plus simple. Partager l'écran, parce que si c'est pas clair pour vous, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Oh merde, non. Ce truc... c'est ce truc-là. Alors, je vais rafficher les choses. Je compare les réseaux LP WAN aux réseaux bas débit de proximité, ce qu'on appelle le short range. Et je le compare aussi aux réseaux d'infrastructures similaires. Le LP WAN, c'est un réseau d'antenne, un petit peu comme le GSM, comme le réseau GSM. Sachant que les usages sont différents. Donc les réseaux LP WAN, aujourd'hui principalement, il y a deux grands protocoles qui sont Sigfox et LoRa. Sigfox se veut opérateur de son propre réseau et est opérateur exclusif, tandis que LoRa est plus un consortium, une alliance, comme BACnet, comme OPC Fondation. Là, tout le monde peut créer son installation.
C'est pour comparer aussi un petit peu les besoins. On va avoir d'un côté le RFID, le Bluetooth, le Wi-Fi, donc il va avoir des portées assez limitées mais des débits peut-être plus élevés. Le Wi-Fi, on peut streamer des flux vidéo, c'est des choses assez conséquentes. Tandis que le LP1, ça va être des très petits messages. Que dire de plus pour être plus précis? Les réseaux Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, RFID, ce sont des protocoles de communication de proximité sur lesquels le LP1 peut peut-être se positionner d'un point de vue débit, mais c'est surtout plus d'un point de vue coût qu'on va avoir ce genre de réseau. Et en s'opposant aux besoins de longue portée des réseaux, on va dire GSM, eh bien l'avantage d'un réseau LP1 eh bien, va être la diversité ou l'étendue plus grande et sa capacité à traverser plus facilement les structures de bâtiments pour faire du indoor, on va dire jusqu'au parking du premier sous-sol. Les messages LP1 passent très bien. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous dis à très bientôt. Bon appétit, au revoir.